Terry Pratchett, 3 sorcières, épisode 3. Magra nageait dans le bonheur comme d'habitude. Le théâtre se résumait à quelques longueurs de toile à sac peinte, une scène de planches posée sur des tonneaux et une demi-douzaine de bancs disposés sur la place du village. Mais il était cependant parvenu à figurer le château, une autre partie du château, la même partie un peu plus tard, le champ de bataille, et maintenant une route en dehors de la ville. L'après-midi aurait été parfait sans Mémé. Après plusieurs regards noirs et pénétrants, lancés en direction du trio de musiciens pour voir si elle arrivait à deviner quel instrument on appelait le théâtre, la vieille sorcière avait finalement porté son attention vers la scène, et Magra commençait à se dire que Mémé n'avait pas encore saisi tous les principes de l'art dramatique. Pour l'heure, elle trépignait de rage sur son siège. « Il l'a tué !» souffla-t-elle. « Pourquoi est-ce que personne ne fait rien? Il l'a tué, là, devant tout le monde !» Magra s'accrocha désespérément au bras de sa collègue qui se débattait pour se mettre debout. « Tout va bien, » chuchota-t-elle. « Il n'est pas mort. »« Est-ce que tu me traiterais de menteuse, ma fille ?» fit sèchement Mémé. « J'ai tout vu. »« Écoutez, Mémé, c'est pas vraiment vrai, vous comprenez ?» Mémé Sire-du-Temps se calma un peu, mais continua de grommeler tout bas. Elle commençait à se dire qu'on cherchait à se payer sa tête. Sur scène, un homme dans un drap s'était lancé dans un monologue fougueux. Mémé écouta attentivement quelques minutes, puis décocha un petit coup de coude dans les côtes de Magra. « Qu'est-ce qu'il fait, là ?» « Il dit combien il regrette que l'autre homme soit mort, » répondit Magra, qui ajouta en hâte, dans l'espoir de détourner la conversation. « Il y a beaucoup de couronnes, non ?» Mémé n'entendait pas se laisser distraire. « Quelle idée il a eu de le tuer, alors ?»« Ben, c'est un peu compliqué, » répondit Magra d'une voix faible. « C'est une honte !» lâcha sèchement Mémé. « Et le pauvre mort qui est toujours là, par terre !» Magra jeta un regard implorant à Nounou Hogg, laquelle mastiquait une pomme et observait la scène d'un œil d'expert scientifique. « Moi, m'est avis, » dit-elle lentement, « m'est avis que tout ça, c'est du chiquet. Regardez, il respire toujours. » Les autres spectateurs, qui avaient à présent conclu que le commentaire faisait partie intégrante de la pièce, considérèrent comme un seul homme le cadavre, qui rougit. « Et regardez-moi ces souliers, » critiqua Nounou. « Un vrai roi aurait honte de porter des souliers pareils. » Le cadavre s'efforça de repousser ses pieds derrière un buisson en carton. Mémé, qui sentait obscurément qu'elles avaient remporté un petit triomphe sur les suppôts du mensonge et de l'artifice, prit une pomme dans le sac et un intérêt nouveau au spectacle. Les nerfs de Magra commencèrent à se dénouer et elle entreprit de s'installer à l'aise pour profiter de la pièce. Mais pas pour très longtemps, en définitive. Une voix la ramena dans un monde des incrédules qu'elle voulait oublier. « C'est quoi ça ?» Magra soupira. « Ben, risqua-t-elle, lui, il croit que lui, c'est un prince. Mais lui, c'est en réalité la fille de l'autre roi déguisé en homme. » Mémé soumit l'acteur à une longue observation détaillée. « C'en est un, c'est un homme, » dit-elle. « Avec une perruque de paille, qui parle avec une voix aiguë. » Magra frissonna. Elle avait quelques rudiments des conventions théâtrales. Elle avait redouté cet instant, mais Messire du Temps avait des opinions. « Oui, mais, » fit-elle d'un ton pitoyable, « c'est le théâtre, vous voyez, toutes les femmes sont jouées par des hommes. »« Pourquoi ça ?»« Ils n'admettent pas les femmes sur scène, » dit Magra d'une petite voix. Elle ferma les yeux. Pourtant, aucune explosion ne lui parvint de la place à sa gauche. Elle hasarda un coup d'œil. Mémé mâchait et remâchait tranquillement le même morceau de pomme, sans détacher son regard de l'action. « Fais pas d'histoire, Esmé, » dit Nounou, qui connaissait elle aussi les opinions de Mémé. « Il est bien ce passage-là, je crois que je commence à m'y faire. » On tapa sur l'épaule de Mémé, et une voix demanda « Madame, auriez-vous l'amabilité de retirer votre chapeau ?»
Mémé se retourna lentement sur son siège, comme mue par des moteurs invisibles pour infliger à l'interrupteur un regard bleu diamant de 100 kilowatts. L'homme se décomposa et s'affaissa sur son siège sans que les prunelles de la sorcière ne le quittent tout au long de sa descente. « Non !» répondit-elle. Il pesa le pour et le contre. « Très bien !» fit-il. Mémé reprit sa position première et hocha la tête en direction des acteurs qui avaient cessé de jouer pour suivre la scène. « Je sais pas ce que vous regardez !» gronda-t-elle. « Continuez !» Nounouog lui passa un autre sac. « Un bonbon à la menthe ?» fit-elle. Un silence revint dans le théâtre de fortune, en dehors des voix hésitantes des acteurs qui n'arrêtaient pas de jeter des coups d'œil vers la silhouette hérissée de Mémé Sire-du-Temps, et des bruits de 2 bonbons qu'on suçait et qu'on faisait passer sans rémission d'une joue à l'autre. Puis Mémé lança d'une voix si criarde qu'un acteur en lâcha son épée de bois. « Il y a un gars là-bas, sur le côté, qui chuchote quelque chose. »« C'est un souffleur, » expliqua Magra. Il leur dit leur texte. « Ils le savent pas ?»« Je crois qu'ils l'oublient, » dit Magra avec aigreur. « Il y a sûrement une raison. » Mémé donna un coup de coude à Nounou. « Il se passe quoi maintenant ? Pourquoi il y a tous ces rois et tous ces gens ? »« C'est un banquet, tu vois, » répondit Nounouog, péremptoire. « À cause du roi mort, celui aux chaussures de tout à l'heure. Seulement maintenant, si tu regardes bien, tu verras qu'il fait semblant d'être un soldat et tout le monde va de son discours sur lui, que c'est un bon roi et qu'on se demande qui l'a tué. Non ?» fit Mémé d'un air menaçant. Ses yeux parcoururent la distribution de la pièce en quête du meurtrier. Elle fixait son choix, puis elle se leva. Son châle noir volait au vent autour d'elle comme les ailes d'un ange de la vengeance descendu débarrasser le monde de son brou de sottises, simulation, artifice échiqué. Curieusement, elle paraissait plus grande qu'à l'ordinaire. Elle pointa un doigt fulminant vers l'individu coupable. « C'est lui qui l'a tué !» cria-t-elle d'une voix triomphante. « On l'a tous vu, avec une dague il a fait ça !» Le public sortait en file, ravi. Une bonne pièce dans l'ensemble, se disait-il, quoique difficile à suivre. Mais on avait drôlement rigolé quand tous les rois s'étaient enfuis en courant, quand la femme en noir avait bondi sur ses pieds et s'était mise à crier. Rien que pour ça, on ne regrettait pas ses sous. Les 3 sorcières étaient assises, toutes seules, sur le bord de la Seine. « Je me demande comment ils arrivent à trouver autant de rois et de seigneurs pour faire ça, » dit Mémé, nullement intimidée. « Moi, je les aurais crus bien trop occupés, à gouverner, des choses comme ça. »« Non, » fit Magra d'une voix lasse. « Je crois que vous ne comprenez toujours pas. »« Eh ben, je vais connaître le fin fond de tout ça, » dit sèchement Mémé. Elle se releva sur la scène et repoussa les rideaux en toile à sac. « Vous là !» s'écria-t-elle. « Vous êtes morts !» L'ancien cadavre malchanceux, qui mangeait un sandwich au jambon pour se calmer les nerfs, tomba à la renverse de son tabouret. Mémé flanqua un coup de pied à un buisson. Sa chaussure passa carrément au travers. « Vous voyez ?» lança-t-elle à la cantonade d'un ton bizarrement satisfait. « Y a rien de vrai, c'est que de la peinture avec des bouts de bois et du papier par derrière. »« Puis-je vous être utile, brave dame ?» La voix était chaude, merveilleuse. Chaque diphtongue tombait magnifiquement en place, sans heurte. Une voix d'or brun. Si le créateur du multivers avait une voix, c'était une voix comme celle-là. Le seul inconvénient, peut-être, c'est qu'on ne pouvait pas se servir d'une voix pareille pour, par exemple, commander du charbon. Le charbon se transmuterait en diamant. Elle appartenait à un gros homme qui avait subi les assauts furieux d'une moustache. Des veines roses dessinaient les plans de ville moyenne sur ses joues. Son nez n'aurait pas eu de mal à se cacher dans un bol de fraises. Il portait un juste-au-corps en loques et une culotte trouée avec un aplomb capable de convaincre que ses robes de velours et vermine étaient à cet instant même au lavage. Dans une main, il tenait une serviette avec laquelle il avait visiblement essuyé le maquillage qui lui graissait encore la figure. « Je vous connais, vous » fit Mémé. « C'est vous qui avez commis le crime. » Elle lança un regard en coin à Magra et reconnut à contre-cœur. « Enfin, c'est ce qu'on aurait dit. » « Vous me voyez ravi. C'est toujours un plaisir de rencontrer de vrais connaisseurs. Olwyn Vitolet, pour vous servir, le directeur de cette troupe de vagabonds. » ajouta-t-il en ôtant son chapeau, mangé au mythe pour se fendre d'un salut profond.
C'était moins une révérence qu'un exercice de topologie avancée. Le chapeau décrivit un crochet suivi d'une série de courbes brutales et compliquées pour finir au bout d'un bras qui pointait à présent vers le ciel. L'une des jambes, pendant ce temps, partait en arrière. Le reste du corps s'abaissa poliment jusqu'à ce que la tête soit de niveau avec les genoux de Mémé. « Oui, bon, » fit Mémé. Ses vêtements lui paraissaient soudain un peu plus grands et beaucoup plus chauds. « Moi aussi, je vous ai trouvé très bon, » dit Nounouog. « Vous avez crié tous ces mots avec tant de grâce, j'aurais juré que vous étiez roi. »« J'espère qu'on n'a pas dérangé, » dit Magra. « Chère madame, » fit Vitolet, « pourrais-je d'abord vous dire comme il est gratifiant pour un modeste comédien d'apprendre que son public a senti l'esprit sous la vulgaire coquille de phare. »« Je pense que vous pourriez, » dit Mémé. « Je pense que vous pourriez dire n'importe quoi, monsieur Vitolet. » Il remit son chapeau et leurs regards se croisèrent, des regards longs, calculateurs de professionnels qui se jaugent. Vitolet céda le premier et s'efforça de faire croire qu'il n'y avait pas eu de compétition de sa part. « Et maintenant, dit-il, que me vaut la visite de 3 si charmantes dames ?» En réalité, il avait gagné. La bouche de Mémé s'ouvrit toute grande. Dans le meilleur des cas, elle se serait qualifiée de belle tout compte fait. Nounou, quant à elle, était aussi édentée qu'un bébé et sa figure tenait du petit raisin sec. Au mieux, on pouvait dire que Magra qu'elle était plutôt quelconque, bien proprette et aussi plate de poitrine qu'une planche à repasser où se seraient égarés 2 petits pois, même si par ailleurs elle avait la tête trop gonflée d'idées folles. Mémé ressentait comme une impression de magie à l'œuvre, mais pas le genre de magie dont elle avait l'habitude. C'était la voix de Vitolet. Par le simple effet de l'articulation, elle transformait tout ce dont il parlait. « Regarde-moi ces deux-là, » se dit-elle. « Voilà qu'elles se bichonnent comme des gourdes. » Mémé bloqua sa main qui se leva déjà pour tapoter son chignon dur comme du bois et elle s'éclaircit la gorge d'un raclement décidé. « On aimerait vous causer, monsieur Vitolet. » Elle désigna les acteurs qui démontaient le décor en gardant de bonnes distances avec elle et chuchota d'un air de conspiratrice. « Dans un endroit discret. »« Chère madame, mais très certainement. Je loge actuellement dans cet estimé point d'eau là-bas. » Les sorcières regardèrent autour d'elles. Enfin, Magra risqua. « Vous voulez dire au bistrot ?» Il faisait froid dans la grande salle livrée au courant d'air du château de Langres, et la vessie du nouveau chambellan ne s'arrangeait pas avec l'âge. Debout, il se tortillait sous le regard de Lady Casquette. « Oh oui, dit-il, nous en avons, c'est vrai, des tas. »« Et personne ne réagit ?» demanda la duchesse. Le chambellan cligna les paupières. « Je vous demande pardon ? On les accepte ? » ?»« Oh, parfaitement !» répondit le chambellan d'un ton joyeux. « On pense qu'une sorcière dans le village porte bonheur. Ma parole, oui. Pourquoi ? » Le chambellan hésita. La dernière fois qu'il avait eu recours à une sorcière, c'était parce que certains problèmes rectaux avaient transformé ses cabinets de chambre de torture quotidienne, et le pot d'onguent, quand elle lui avait préparé, avait changé le monde en un lieu de meilleure aisance. « Elles adoucissent les petits maux et bobos de l'existence, dit-il. « Là d'où je viens, on ne tolère pas les sorcières, fit la duchesse d'une voix dure. Et nous n'entendons pas les tolérer ici. Vous allez nous procurer leur adresse. » « Leur adresse, madame ? Où elles habitent ? Je gage que vos percepteurs d'impôts savent où les trouver. »« Ah !» fit le chambellan d'une voix misérable. Le duc se pencha en avant sur son trône. « Je gage, dit-il, qu'elle paye des impôts ? » ?»« Elle ne paye pas exactement des impôts, » fit Chambellan. Un silence s'ensuivit. Puis le duc souffla. « Continuez, mon vieux. »« Eh bien, disons plutôt qu'elle ne paye pas d'impôts, voyez-vous. Nous n'avons jamais jugé... Enfin, l'ancien roi ne croyait pas... Enfin, bref, elle n'en paye pas. » Le duc posa la main sur le bras de sa femme. « Je vois, » dit-il avec froideur. « Très bien. Vous pouvez disposer. » Le chambellan lui adressa de la tête un bref signe de soulagement et sortit en crabe et en vitesse de la salle. « Eh bien, » fit la duchesse, « comme vous dites, c'est ainsi que votre famille gouvernait un royaume, n'est-ce pas ?
Vous aviez le devoir impératif de tuer votre cousin. C'était indéniablement dans les intérêts de l'espèce, dit la duchesse. Les faibles ne méritent pas de survivre. Le duc frissonna. Elle ne cesserait donc pas de le lui rappeler. Dans l'ensemble, il ne voyait aucune objection à tuer des gens, ou de moins à ordonner qu'on ne les tue et à regarder le spectacle. Mais tuer un parent, ça restait plutôt en travers de la gorge, ou, se souvint-il, du foie. Tout à fait, réussit-il à dire. Évidemment, il paraît qu'il y a beaucoup de sorcières et ça risque d'être difficile de retrouver les 3 qui étaient sur la lande. Aucune importance. Bien sûr que non. Prenez l'affaire en main. Oui, mon amour. L'affaire en main. Pour ça, oui, il l'avait déjà prise en main, l'affaire. Quand il fermait les yeux, il revoyait le corps dévaler l'escalier. N'avait-il pas entendu une inspiration horrifiée, en bas dans l'obscurité de la salle? Il n'y avait personne d'autre, il en était sûr. L'affaire en main. Il s'était efforcé de la laver du sang qui l'attachait, sa main. S'il arrivait à faire disparaître le sang, s'était-il dit, alors ce serait comme s'il ne s'était rien passé. Il avait frotté, frotté, frotté à en crier. Mémé ne se sentait pas à l'aise dans les débits de boisson. Elle restait assise, raide, au garde-à-vous derrière son porte-au-citron comme derrière un bouclier contre les attraits du monde. Nounouog, quant à elle, éclusait avec enthousiasme son 3e godet. Elle serait bientôt mûre, songea amèrement Mémé, pour exécuter la sempiternelle danse sur la table en montrant ses dessous à tout le monde en chantant « Le hérisson, lui, ne se fait jamais mettre ». La table était couverte de petites monnaies. Vitolet et sa femme la comptaient, chacun à un bout. On aurait dit qu'il faisait la course. Mémé étudia Madame Vitolet qui chipait des piécettes sous les doigts de son mari. C'était une femme à l'air intelligent qui donnait l'impression de traiter son époux comme un chien de berger traite son agneau préféré. Mémé ne connaissait pas les complexités des relations conjugales que de loin, de même qu'un astronome observe à distance la surface d'un monde étranger. Mais elle s'était déjà dit que l'épouse de Vitolet se devait d'être une femme dotée de réserves inépuisables de patience, d'un grand sens de l'organisation et de doigts agiles. « Madame Vitolet, fait-elle enfin, oserais-je vous demander si votre union a été bénie d'un fruit ?» Le couple eut l'air ahuri. « Elle veut dire, commença Nounouog. »« Non, je comprends, dit Madame Vitolet avec douceur. Non, nous avions une petite fille autrefois. » Un léger nuage survola la tablée. L'espace d'une seconde ou deux, Vitolet parut avoir retrouvé ses dimensions humaines et beaucoup vieilli. Il fixait le petit tas d'argent devant lui. « Parce que, vous voyez, il y a cet enfant, dit Mémé en désignant le bébé dans les bras de Nounouog. Et il lui faut un foyer. » Les Vitolet ouvrirent de grands yeux. Puis l'homme soupira. « Ce n'est pas une vie pour un enfant, dit-il. Toujours en déplacement, toujours une nouvelle ville et pas d'école possible. Il paraît que c'est très important de nos jours. » Mais il ne quittait pas l'enfant des yeux. Madame Vitolet demanda. « Pourquoi lui faut-il un foyer ?»« Il n'en a pas, répondit Mémé. En tout cas, pas de foyer où il serait le bienvenu. » Le silence retomba. Puis Madame Vitolet reprit. « Et vous ?» Qui demandait ça? Vous êtes pour ainsi dire, c'est... Ma reine, s'empressa de répondre Nounouog. Mémé fut un peu déconcertée. Cette idée ne lui serait jamais venue. Vitolet jouait distraitement avec les pièces devant lui. Sa femme avança la main par-dessus la table pour lui toucher la sienne, et il y eut un instant de communion muette. Mémé détourna la tête. Elle était devenue experte à lire sur les visages, mais parfois elle préférait s'abstenir. « Les finances, hélas, sont serrées, » commença Vitolet. « Mais extensibles, » dit sa femme d'un ton ferme. « Oui, je crois. Nous serions heureux de nous occuper de lui. » Mémé hocha la tête et plongea la main dans les replis secrets de sa cape. Elle finit par ressortir une petite bourse de cuir qu'elle vida sur la table. Elle contenait beaucoup de pièces d'argent et même quelques petites pièces d'or. « Ça devrait payer les... » Elle chercha ses mots. « Les couches, tout ça, les vêtements, il reste ce que vous voulez. » Plus de 100 fois, je dirais.
fit Vitolet d'une voix faible. Pourquoi vous n'en avez pas parlé plus tôt? Si j'avais dû vous acheter, vous n'auriez pas valu la dépense. Mais vous ne savez rien de nous, dit madame Vitolet. Non, hein, fit tranquillement Mémé. Naturellement, on aimerait bien savoir comment il va. Vous pourriez nous envoyer des lettres et tout ça. Mais ça serait pas une bonne idée de parler de tout ça après votre départ. Vous voyez? Pour le bien de l'enfant. Madame Vitolet regarda les deux vieilles femmes. Il y a autre chose, n'est-ce pas? dit-elle. Quelque chose d'important derrière tout ça. Mémé hésita puis fit oui de la tête. Mais il serait très malsain pour nous de le savoir. Oui de la tête. Mémé se leva lorsque plusieurs acteurs entrèrent et rompirent le charme. Les acteurs ont l'habitude de remplir tout l'espace autour d'eux. « J'ai d'autres choses à voir, dit-elle. Je vous demande de m'excuser. »« Il s'appelle comment ?» interrogea Vitolet. « Thomas !» répondit Mémé qui hésita à peine cette fois-ci. « Jean !» répondit Nounou. Les deux sorcières échangèrent des regards. Mémé l'emporta. « Thomas Jean !» dit-elle fermement avant de sortir majestueusement. Elle tomba sur une Magra essoufflée derrière la porte. « J'ai trouvé une malle, dit Magra, avec toutes les couronnes et les machins. Alors je l'ai mise dedans, comme vous avez dit, tout en dessous du reste. »« Bien, fit Mémé. Notre couronne à nous, elle avait l'air drôlement moche à côté des autres. »« Comme quoi, hein ?» dit Mémé. « Quelqu'un t'a vu ?»« Non, tout le monde était trop occupé, mais... » Magra s'arrêta et rougit. « Ben vas-y, ma fille. » Juste après ça, un homme s'est rapproché et m'a pincé les fesses. Magra s'empourpra comme une pivoine et se plaqua la main sur la bouche. « Non, » fit Mémé. « Et puis ?»« Et puis... » Oui. Il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Bonjour chérie, tu fais quoi ce soir ?» Mémé réfléchit un moment, puis demanda. « La vieille bobonne pleurniche, elle sortait pas beaucoup, pas vrai? » C'était sa jambe, vous savez, fit Magra. « Mais elle t'a appris à faire la sage-femme et tout? »« Oh, ça oui, dit Magra. Je l'ai fait souvent. » « Mais... » Mémé hésita, elle avançait à tâtons en terrain inconnu. « Elle t'a jamais parlé de... comment dire, ce qu'il y a avant? »« Pardon? » ?»« Tu sais... fit Mémé, un soupçon de désespoir dans la voix. « Les hommes, tout ça... » Magra paraissait au bord de la panique. Qu'est-ce qu'ils ont, les hommes? Mémé Sire-du-Temps s'était livrée à maintes bizarreries dans sa vie, et il lui en coûta beaucoup de ne pas relever le défi. Mais cette fois, elle baissa les bras. « Oh, je crois, » dit-elle d'un ton où se sentait son impuissance, « que ce serait peut-être une bonne idée que t'aies une petite discussion avec Nounou Hogg un de ces jours, sans trop tarder. » Des gloussements rigolards s'échappèrent par la fenêtre derrière elle, un tintement de verre et une voix fluette qui avait entonné une chanson. Avec une girafe, si tu montes sur un tabouret. Mais le hérisson, lui... Mémé n'en écouta pas davantage. Seulement pas maintenant, ajouta-t-elle.